La Piano Gym. Si tu suis l'actualité d'Afrochronique, soit dans l'onglet communauté de YouTube, soit sur Instagram, tu sais que j'ai passé plus d'un mois au Tchad et j'en ai profité pour faire une longue pause. Bon, quand je dis longue pause, façon de parler, parce que j'ai quand même passé tout ce temps-là avec ma caméra pour filmer un maximum de choses. Pour ce qui est de l'aspect plutôt vlog, où je partage ce que j'ai fait au Tchad, ça, la majorité est réservée aux Afrochroniqueurs, particulièrement aux Akoma, mais j'avais quand même envie de vous partager à tous une partie des leçons que j'ai apprises durant ce séjour au Tchad. Je précise que c'était pas la première fois que j'y allais, mais cette année j'ai pu observer beaucoup plus de choses et en plus de ça, moi-même j'ai évolué. La dernière fois, j'étais pas dans cet engagement que j'ai aujourd'hui par rapport au continent, donc forcément j'avais aussi un peu plus un regard critique par rapport à différentes choses. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te le partager. Je précise que ce que je te dis relève de mes observations qui sont uniquement déjà au Tchad, d'accord? Je te parle de l'expérience que j'ai eue au Tchad cette année et par rapport aussi à mon entourage. Donc peut-être qu'il y a certaines leçons qu'on peut généraliser au continent en entier, tu me le diras en commentaire, et d'autres qui sont vraiment spécifiques parce que c'est mon expérience avec le regard que je porte aujourd'hui et qui va probablement évoluer la prochaine fois que je vais y aller. J'ai toujours été quelqu'un qui me réveille tôt. Ça fait partie de ma nature, qui me réveille tôt et qui me couche tôt. Parce qu'on parle souvent de se réveiller tôt, mais on parle rarement de se coucher tôt. Vu que j'ai accumulé pas mal de fatigue avec Afrochronique, etc., je me suis dit, t'es au Tchad, t'as beaucoup bossé pour pouvoir te permettre de partir au Tchad et de pas travailler là-bas. Donc je me suis dit, je vais pas mettre de réveil, je vais laisser mon organisme se recharger, notamment avec le sommeil. Bon. Moi, de toute façon, comme j'ai dit, c'est dans ma nature de me réveiller tôt, donc je suis pas du tout du genre à me réveiller ne serait-ce qu'à 10h. Mais je me suis rendu compte que je me sentais pas en pleine forme en fait, pas du tout. Je me sentais fatiguée, j'avais la flemme. J'avais pas d'énergie en fait. Et 2 semaines après notre arrivée, on a commencé à faire les démarches pour que j'ai les papiers tchadiens. Je sais pas si c'est propre au Tchad ou si c'est dans d'autres pays aussi, mais quand tu veux faire des démarches administratives, il faut se réveiller tôt pour avoir la chance de pouvoir passer ce jour-là et faire en sorte que ça se passe le plus rapidement possible, sachant que pour les démarches administratives, on ne peut pas dire que ça aille très très vite. Le but c'était de partir, je crois, avant 6h30. Là, je me suis mis un réveil pour être sûre d'être à l'heure. Il faut savoir qu'il y a 1 heure de décalage avec la France. Donc en fait, il y a 1 heure de moins. J'ai pas changé l'heure sur mon téléphone, mais je pensais avoir pris ça en compte quand j'ai mis mon réveil. Le lendemain, je me réveille, je me prépare, je faisais déjà un peu près jour. Et puis à un moment, je reviens dans la chambre. Là, ma sœur me demande si j'ai vu l'heure. Et je lui fais oui, pour moi, il était 6h passées. Et elle me dit qu'en fait, il était 5h. Donc quand j'ai mis mon réveil, j'étais persuadée d'avoir pris en compte qu'il y avait 1 heure de moins. Mais en fait, au lieu de me réveiller un peu avant 6h, je me suis réveillée un peu avant 5h. Vu que j'étais déjà prête, je n'allais pas me recoucher. Donc en fait, j'ai fait ma petite vie et déjà la première chose, c'est que ça m'a fait plaisir d'avoir du temps pour faire des choses que je ne faisais plus depuis que j'étais au Tchad. Lire le matin, écrire le matin, etc. Et puis la journée passant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais même plus en forme que quand je me réveillais plus tard. J'avais plus d'énergie et même en fin de journée, je me sentais pas du tout fatiguée. Alors que quand je me réveillais plus tard, donc 1 ou 2 heures plus tard, je me sentais molle en fait. Donc je me suis dit, au lieu de pas mettre de réveil et finalement de te sentir moins énergique que quand t'en mets un, tu vas garder ton réveil. Mais l'inconvénient du réveil, c'est que t'as une alarme qui te sort du sommeil et franchement, c'est pas du tout agréable. Et je pense même que biologiquement parlant, c'est pas comme ça que ça devrait se faire en fait. On devrait se réveiller naturellement. Ça tombe bien parce que depuis que je suis à Sarre, il n'y a pas de rideau ou il n'y a pas de volet dans notre chambre. Il y a la lumière du soleil qui rentre directement. Et du coup, depuis, je me réveille avec la lumière du soleil. Tu vois le soleil, enfin tu peux pas le voir, mais tu vois les reflets du soleil sur moi. Mais comme je le disais au début, on parle souvent de se réveiller tôt, mais on parle rarement de se coucher tôt. On dit souvent oui, il faut dormir 8 heures par nuit, etc. Mais les personnes parlent rarement de l'heure à laquelle ils se couchent, parce que c'est un peu moins fancy en fait, de dire que oui, à 21h je dors, tu vois. Et si on a envie de suivre le rythme du soleil, ça comprend l'heure à laquelle il se lève et aussi l'heure à laquelle il se couche. Et ici, le soleil, il se couche à 18h. Mais quand on a l'électricité chez soi, le rythme solaire, c'est très compliqué de le respecter. Parce que déjà, pour nous,
il fait tôt, enfin à 18h, t'as pas envie de te coucher. Et puis t'as l'électricité et notre organisme, en fait, il fait par rapport à la lumière qu'il y a autour de soi. Donc si t'as de la lumière de partout, tu vas pas avoir envie de dormir. Donc à N'Djamena, autant pour le réveil, j'essayais un maximum de suivre le rythme solaire, mais autant pour le soir, je le respectais pas du tout. Et quand on est arrivé à Sarre, qui est dans le sud de ce qu'on appelle le Tchad, on arrive, le soir il était 21h, pas d'électricité. Le lendemain, pas d'électricité. Il n'y a pas de lampadaire dehors, donc vraiment, à 19h, tu ne vois rien. Enfin, en tout cas, nous qui ne sommes pas habitués, on ne voit rien. Donc, il est 19h, il fait complètement nuit, t'as pas d'électricité. En fait, la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'aller dormir. Donc littéralement, à 20h, on dormait. En France, je pense que ça peut paraître complètement impossible vu le rythme, etc. Mais quand on y réfléchit, c'est le rythme qu'on devrait suivre en fait. Et justement, à N'Djamena, on a rencontré un frère qui nous expliquait que le jour, ça appartient aux humains. Et la nuit appartient aux esprits et à toutes les entités que beaucoup d'entre nous ne voyons pas. Et du coup, le fait de se coucher tard, de sortir tard, finalement, c'est un déséquilibre. Et c'est aussi prendre du temps et de l'espace à ces entités-là, à notre avantage, mais à leur désavantage à eux. Et je pense que ça participe à un déséquilibre. Donc déjà, notre spiritualité, elle nous explique pourquoi on devrait au moins rester chez soi quand il fait nuit. Si tu as regardé toutes mes vidéos sur la mélanine, d'ailleurs, il y a d'autres épisodes qui sont en train de sortir, tu sais que ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme biologique de notre corps, fonctionne par rapport au soleil. Donc quand le soleil se lève, ça envoie des signaux à notre corps pour nous réveiller. Et quand le soleil se couche, ça envoie des signaux à notre corps pour nous donner envie d'aller dormir. Et donc s'accorder, s'aligner aussi avec le rythme du soleil, c'est aussi s'aligner avec la nature, s'aligner avec le rythme de notre corps et aussi permettre à notre corps de sécréter toutes les substances nécessaires. La mélanine, mais aussi la mélatonine, la sérotonine, etc. Encore une fois, je te renvoie à la série sur la mélanine si tu veux avoir tous les détails. Donc que ce soit spirituellement et biologiquement parlant, on a tout intérêt à essayer au maximum de suivre le rythme solaire. On est des mélanodermes, des mélaninés, des kamites, utilisez le terme que vous voulez, quoi qu'il en soit, nous avons de l'eumélanine en majorité dans notre corps et notre eumélanine fonctionne par rapport au soleil. On n'est pas fait pour vivre la nuit. On n'est pas fait pour être enfermé le jour. Toi qui regardes cette vidéo, tu vas certainement avoir deux objections, c'est normal. La Pia, ça va ? La première, c'est que, ouais, mais en attendant, quand on travaille, des fois on a des rythmes décalés. Moi, la première, avant Afrochronique, soit je commençais à 7h du matin, soit je finissais à 23h. Donc autant dire que là, le rythme circadien, il n'est pas du tout respecté. Il y a d'autres personnes qui travaillent de nuit, etc. Donc il y a le travail, mais il y a aussi la vie familiale, les activités aussi, parce que quand on a envie de faire autre chose que travailler, généralement, c'est le soir, ou peut-être tôt le matin. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que le rythme actuel, qui pour moi reste occidentalisé, ce rythme-là fait que c'est beaucoup plus compliqué de suivre le rythme du soleil. La deuxième objection, c'est que en Europe en tout cas, en hiver, la nuit est très longue. Donc moi je sais dans la ville où j'habite, à 17h il fait nuit. Par contre, l'été c'est l'opposé, c'est-à-dire que la nuit est très courte. Donc des fois, dans certaines régions, même jusqu'à 22h, 23h il fait jour. Donc c'est sûr qu'en termes d'équilibre, c'est un peu compliqué, alors qu'ici c'est toute l'année. Le soleil se réveille à peu près à la même heure, le soleil se couche à peu près à la même heure. Donc déjà pour avoir un rythme et une harmonie toute l'année, c'est beaucoup plus évident qu'en Europe où ça change vraiment du tout au tout. Donc c'est pour ça que moi ça va être un défi quand je vais rentrer en France, d'essayer un maximum de suivre le rythme du soleil. Je sais que je vais pas toute l'année me réveiller au moment où le soleil se lève, parce que par exemple l'hiver à 5h du matin il fait encore nuit, et inversement je vais pas me coucher forcément au moment où le soleil se couche parce que des fois c'est à 17h et à 17h on est toujours en train de travailler. Mais essayer en tout cas au niveau de mes activités d'être le plus en accord. C'est-à-dire que par exemple si l'hiver à 5h il fait nuit, faire des activités qui ne demandent pas une immense énergie comme quand je suis en train de travailler sur les vidéos. Tu as pu le constater si tu habites en Europe, généralement l'été on a beaucoup plus d'énergie. Déjà parce qu'il y a plus de soleil et aussi parce qu'on a plus d'exposition au soleil toute la journée et parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Plus il y a du soleil, plus il va avoir envie de rester éveillé et plus généralement tu vas être efficace pour travailler. Il y a tout un groupe de personnes là qui me regardent. Oh that girl. Na, 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 na. La Pia. Ça me gêne.
Donc ça, c'est une des leçons inattendues depuis que je suis au Tchad. C'est vraiment l'importance de suivre le rythme du soleil. Tu vas gagner en énergie, tu vas gagner en vitalité. Vraiment, je me sens bien. Me réveiller à 5 heures du matin, ça fait du bien. Je ne sais pas si tu pourras écouter tous les insectes autour, tous les oiseaux. Ici, les gens se réveillent tôt, donc c'est pas comme si tu étais seul au monde, même s'il y a moins de personnes. Mais là, tu vois, je me suis levée, il était 5 heures. Tu vas dehors, tu restes dehors, t'entends la nature se réveiller. Et ça fait tellement du bien. Je rappelle que nous sommes composés en majorité par de l'eumélanine. Nous avons de l'eumélanine pour pouvoir fonctionner avec le soleil, pour pouvoir puiser l'énergie du soleil. Je sais que dans la réalité actuelle, ça peut être très très compliqué de suivre le rythme du soleil. Mais je pense que c'est quand même important qu'on prenne conscience dans tous les aspects que plus que n'importe quel autre peuple, nous, peuple eumélanisé, on doit un maximum suivre le rythme du soleil et bien sûr s'exposer au soleil. C'est pas juste je me réveille en même temps que le soleil et reste chez moi toute la journée. Mais rien que ça, vraiment, vous allez sentir la différence dans votre corps. Encore une fois, moi aussi, ça va être un gros défi quand je vais rentrer en France parce que évidemment, pour travailler dehors, c'est compliqué, hein, à moins d'avoir une maison ou un balcon. Moi là je sais pas comment je vais faire pour pouvoir travailler plus dehors, etc. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience à quel point on doit s'efforcer un maximum de fonctionner avec le soleil. Ce sera peut-être qu'une fois par semaine ou même une fois par mois, mais ne serait-ce qu'essayer de rentrer chez toi, de faire des activités beaucoup plus calmes. Je pense que ça peut participer aussi à ce rééquilibrage. Je pense que tu pourras voir les effets bénéfiques à la fois sur ta santé mentale et aussi sur ta santé physique. C'est grâce à ce séjour ici que je comprends vraiment ce que ça signifie d'être privilégié. Il y a quelques années en arrière, je pensais qu'une personne privilégiée, c'était quelqu'un qui était né dans une famille qui avait les moyens de partir en vacances à l'autre bout du monde, les moyens de payer les études de ses enfants. Bref, pour moi, privilégié était égal à argent et beaucoup d'argent. Et forcément, moi, je ne me considérais pas comme privilégié. Ça fait déjà quelques temps maintenant que j'ai compris déjà qu'on est tous le privilégié de quelqu'un. Ne serait-ce que pouvoir marcher, eh bien c'est déjà un privilège. Dans le monde actuel, avoir un toit, c'est un privilège. Manger à sa faim, c'est un privilège. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir reconnaître tout ce que la vie nous donne, tout ce que nos ancêtres nous donnent et de les remercier pour ça. Mais en observant mon entourage au Tchad, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre type de privilège que j'avais pas du tout pris en compte. C'est le privilège de la connaissance, le privilège d'apprendre, le privilège de remettre en question le monde dans lequel on vit. Moi, je me suis toujours posé plein de questions sur absolument tout et n'importe quoi. J'ai mis du temps à capter que je pouvais trouver des réponses dans les livres ou même sur Internet, mais dès que je l'ai compris, rien ne m'a empêché de m'ouvrir à cette connaissance. Même en étant étudiante en galère, il y avait les bibliothèques ou les vidéos d'Omotunde. Je me demande combien on peut trouver de bibliothèques dans ce pays. Au Tchad, avoir un smartphone, c'est un luxe. Avoir une connexion Internet, c'est un luxe. 1, parce qu'il faut avoir les moyens de les payer. 2, parce qu'il faut déjà que le réseau fonctionne. Et 3, parce que dans certains endroits, tu peux ne pas avoir l'électricité pendant plusieurs jours. Tu fais comment pour charger ton téléphone ? Pour que tu comprennes un peu le coût d'une connexion, j'ai payé 15 000 pour avoir 1 giga d'internet par jour. Au Tchad, ça me suffisait parce que c'était surtout pour avoir WhatsApp et appeler la famille sans avoir à payer un autre forfait pour les appels et les SMS. Mais avec 1 giga d'internet par jour, c'est compliqué de regarder une vidéo YouTube de 30 minutes. Si tu veux avoir plus de connexion, ça coûte très rapidement l'équivalent d'un loyer au Tchad. C'est une fortune. Mais en vrai, l'argent, c'est juste un des paramètres qui me fait dire que la connaissance est un privilège, en tout cas dans le monde actuel. Le deuxième, c'est le temps. Là, je pense que ça peut être un sujet qui fâche. Beaucoup de frères et sœurs kamites ou conscients expliquent que la femme a un rôle central à jouer dans la libération de Kama, et je l'ai compris moi-même. Mais si on estime que les femmes sont le pilier de notre Rouem Messout, ça signifie qu'elles-mêmes doivent être élevées et conscientes. Et à moins qu'elles soient nées dans une famille consciente, on sait tous à quel point ça prend du temps de se déconstruire puis de se reconstruire dans un paradigme kamite. Pour mon cas, je ne sais pas quand est-ce que j'y arriverai. Et pour être honnête, je ne pense pas que j'y arriverai totalement. C'est pas par défaitisme que je dis ça, mais le paradigme, il est là
avant même la procréation. Quand tu vis dedans pendant plus de 20 ans, qu'on le veuille ou pas, je pense qu'il y aura toujours des pensées ou des actes qui viennent de ce paradigme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas légitime ou que se reconstruire ne sert à rien. Au contraire, plus on fera cette œuvre, moins nos enfants auront à le faire, sachant qu'ils auront encore beaucoup d'autres défis. On revient au sujet. Je disais donc que si on estime que la femme est le pilier de notre Rouem Messout, ça veut dire qu'elle doit être très élevée. Et être élevée, ça prend du temps. Du temps pour lire, se remettre en question, savoir qui on est vraiment, faire ses recherches, déconstruire tous les mensonges qu'on nous raconte depuis qu'on est né. On sait tous à quel point c'est pas facile de faire ça. J'ai observé les femmes au pays, et pas seulement au Tchad. J'ai observé toutes leurs responsabilités, dans le foyer et à l'extérieur. Souvent dans des contextes où il n'y a pas de lave-linge ou pas d'évier pour laver la vaisselle. Alors ça peut paraître un détail comme ça, mais quand tu dois porter un bac de 20 kg d'eau pour le vider et continuer à faire la vaisselle, je peux te dire que c'est plus un détail. On sait que dans notre paradigme, la femme et surtout la mère a beaucoup de responsabilités. À ne pas mélanger avec le mythe de la femme africaine soumise à l'homme, je te renvoie à ma série sur le matriarcat où je développe tout ça. En tout cas, après ces semaines d'observation, je me demande comment une femme qui a ce train de vie peut encore trouver le temps de s'éveiller. Il y en a peut-être qui vont dire que les femmes ont toujours eu beaucoup de charges à Kama et c'est pas pour ça qu'elles étaient moins accomplies. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, les défis n'ont rien à voir. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de déconstruire tout leur schéma de pensée parce qu'elles étaient déjà ancrées dans leur paradigme. Ce qui est très peu le cas aujourd'hui, même en étant nés sur le continent. Encore une fois, si tu es toi-même dans cette démarche d'éveil, tu sais à quel point ça prend du temps. Il faut qu'on se pose la question honnêtement. Est-ce que c'est possible de combiner toutes ces responsabilités en plus de celle d'être le pilier de l'éveil kamite? Parce que je vois pas pourquoi ce serait qu'une partie des femmes noires et donc de leurs enfants qui devraient avoir accès à la possibilité de s'éveiller. C'est déjà pas évident quand on a le privilège comme moi d'avoir l'eau courante, l'électricité 24 heures sur 24, une machine à laver, un accès facile aux livres et à Internet en illimité. Alors bien sûr, moi j'ai vécu toute ma vie dans un environnement occidental et c'est pas pour ça que ça doit être le point de référence de ma perception du confort. Je sais que ce genre de discours va déplaire à beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, je ne me permettrai jamais de critiquer mes sœurs sur le continent, de pas être assez consciente, parce que c'est très facile de juger quand on vit pas dans la même réalité au quotidien. Je vais finir sur cette question. Est-ce qu'on donne le temps et l'accès à la connaissance nécessaire pour qu'une majorité ait ne serait-ce que l'opportunité de s'éveiller? J'attends ton avis en commentaire. Au TEP.